Chapitre 5. Mes aventures. Au cours des années où nous subîmes les assauts des pirates rouges, les Siduchés souffrirent durement de leurs atrocités, et, à cette époque, les habitants du royaume conçurent pour les Autriliens une haine d'une virulence inouïe. Du temps de leurs parents et de leurs grands-parents, les Outriliens étaient des marchands et déjà pirates. Mais les attaques étaient menées par des navires isolés, et nous n'avions plus connu de guerre contre eux depuis les jours du roi Sagesse. En outre, si les raids de pirates n'étaient pas chose rare, ils demeuraient beaucoup moins fréquents que les visites à but de négoce des navires outriliens sur nos côtes. On ne faisait pas mystère des liens du sang qui unissaient les familles nobles de chez nous aux outriliens, et de nombreuses familles avaient un cousin dans les îles d'outre-mer. Mais, après l'attaque impitoyable qui avait précédé les événements de Forge, et les horreurs perpétrées à Forge même, les discours favorables aux outriliens se turent. Leurs bateaux avaient toujours été plus enclins à accoster chez nous que nos navires marchands à visiter leurs ports encoubrés de glace et leurs chenaux aux courants dangereux. Mais, de cette date, le commerce cessa complètement et nulle nouvelle des Outriliens n'arriva plus à leur famille des Siduchés. Outrilien devint synonyme de pirate et, dans notre imagination, tous les vaisseaux des îles d'outre-mer avaient la coque rouge. Pourtant, un homme, Imbre Tombétoile, conseiller personnel du roi Subtil, décida de se rendre dans ces îles en ces heures périlleuses. Voici ce qu'il dit dans son journal. Le nom de Kébalpincru était inconnu dans les îles duchés, et on ne le prononçait pas, même à la voix basse, dans les îles d'outre-mer. D'un naturel indépendant, les habitants des villages isolés et clairsemés des îles n'avaient jamais prêté serment d'allégeance à un roi. Cependant, Kébalpincru n'y était pas considéré comme un monarque, mais plutôt comme une force maléfique, un vent polaire qui surcharge tant de glace les gréements quand une heure le bateau se retourne sur la mer. Les rares personnes que je rencontrais et qui ne craignaient pas de parler de lui disaient qu'il avait édifié son pouvoir en soumettant à son autorité les diverses bandes de pirates et les navires qui pratiquaient la maraude. Cela fait, il avait consacré ses efforts à recruter les meilleurs navigateurs, les capitaines les plus compétents et les guerriers les plus expérimentés qu'eussent à offrir les villages. Ceux qui refusaient ces propositions voyaient leur famille escralée ou forgisée, comme nous disons, puis on leur laissait la vie sauve, afin qu'ils contemplent les vestiges brisés de leur existence. La plupart étaient forcés d'exécuter leurs parents de leurs propres mains. Les coutumes outriliennes font un strict devoir aux maîtres de maison de maintenir l'ordre parmi les siens. Comme les rumeurs de ces pratiques se propageaient, de moins en moins nombreux furent ceux qui résistèrent aux exigences de Kébalpincru. Certains s'enfuirent. Leurs cousins payèrent quand même le prix de l'escrale. D'autres choisirent le suicide, mais, là encore, les familles ne furent pas épargnées. Devant ces exemples, bien peu osaient tenir tête à Pincru ou à ses vaisseaux. Même parler contre lui, c'était s'exposer à l'escrale. Les renseignements que je parvins à glaner au cours de cette expédition étaient bien maigres, et je ne les obtins qu'avec les plus grandes difficultés. Je tins compte aussi des rumeurs, bien qu'elles fussent aussi rares que des agneaux noirs dans un troupeau blanc. Les voici rassemblés ci-après. On parle d'un navire blanc, qui viendrait diviser les âmes, non les emporter, ni les détruire, les diviser. On évoque également tout bas une femme pâle, que même Kébalpincru redoute et révère. Beaucoup mettent en relation les souffrances de leur pays et l'avancée sans précédent des baleines de glace, ou glaciers, présents en permanence dans les confins les plus élevés de leurs étroites vallées. Ils progressaient dorénavant plus vite qu'au souvenir d'aucun homme vivant. Ils étaient en train de recouvrir rapidement le peu de terre arable dont disposaient les Autriliens et de provoquer d'une façon que nul ne put ou ne voulut m'expliquer un changement d'eau. Je me rendis chez le roi le soir même, non sans inquiétude. Pas plus que moi, il n'avait dû oublier notre dernière conversation au sujet de célérité. Néanmoins, je me répétais fermement que je faisais cette visite non pour des motifs personnels, mais pour qu'Étriquène ait vérité. Je frappai et Murfès me laissa entrer à contre-cœur. Le roi était installé dans son fauteuil près du feu, le fouet à ses pieds, méditatif, le regard plongé dans les flammes. Le roi subtil leva les yeux à mon entrée. Je le saluai, il m'accueillit avec chaleur. Puis il me fit asseoir et me demanda comment s'était déroulée ma journée. Je jetai un coup d'œil perplexe au fou,
qui me répondit par un sourire amer. Je pris un tabouret en face de lui et attendis que Subtil reprenne la parole. Il me considéra avec bienveillance. Eh bien, mon garçon, tu passais une bonne journée? Raconte-moi. Hmm. J'ai. J'ai eu quelques tracas à mon roi. Vraiment? Tiens, prends une tasse de thé. C'est merveille pour calmer les nerfs. Fou! Verse à mon garçon une tasse de thé. Avec plaisir, mon roi. J'obéis d'autant plus volontiers que j'en fais autant pour vous. Et le fou se leva d'un bond étonnamment rapide. Une grosse bouilloire d'argile chauffait à la chaleur des braises de la cheminée. Le fou me versa une chope du contenu, puis me l'attendit avec cette phrase. Bois-en autant que notre roi, et tu partageras sa sérénité. Je pris la chope et la portai à mes lèvres. J'en respirai les vapeurs, puis goûtai l'infusion du bout de la langue. Elle était chaude, épicée, et picotait agréablement. Sans en boire, je reposai le récipient d'un air enjoué. C'est une plaisante tisane. Mais le gai bouton ne créait-il pas une accoutumance? Demandai-je au roi sans détour. Il me sourit avec condescendance. Pas en quantité aussi réduite. Murfès m'a assuré que c'était excellent pour mes nerfs, et aussi pour mon appétit. Oui, c'est très efficace pour l'appétit, intervint le fou. Car plus tu en bois, plus tu as envie d'en boire. Avale vite ta chope, Fitz, car tu vas sûrement avoir besoin de la compagnie. Plus tu boiras, moins tu devras partager. Et, avec un geste du bras qui évoquait une fleur qui déploie ses pétales, il désigna la porte à un instant précis, où elle s'ouvrait pour laisser entrer Royal. Ah! Encore de la visite! Le roi subtil gloussa d'un air réjoui. La soirée va être joyeuse! Assis-toi, mon garçon, assis-toi. Le Fitz me disait qu'il avait eu des contrariétés aujourd'hui, et je lui ai proposé de monter pour l'apaiser. Ça ne peut que lui faire du bien, acquiesça Royal aimablement. Il se tourna vers moi en souriant. Des contrariétés, Fitz? Des étonnements en tout cas. D'abord, il y a eu la petite histoire des écuries. Un des hommes du duc Bélier s'y trouvait, et il prétendait que le duc avait acheté 4 chevaux, dont Falaise, l'étalon dont nous nous servons pour les juments de trait. J'ai fini par le convaincre qu'il devait y avoir une erreur, car les parchemins n'étaient pas signés par le roi. Ah, les fameux parchemins! Le roi gloussa de nouveau. Royal a été obligé de me les apporter, car j'avais oublié de les signer. Mais c'est réglé, et les chevaux pourront certainement prendre la route de la Bourre au matin. Ce sont de bons chevaux que le duc Bélier a acquis. Il a fait un excellent marché. Je n'aurais jamais cru nous voir vendre le meilleur cheptel de Caesser. J'avais parlé à mi-voix en m'adressant à Royal. Moi non plus. Mais vu l'état des finances, il a fallu prendre des mesures draconiennes. Il me regarda un moment avec froideur. Les moutons et les bovins aussi devront être vendus. Nous n'avons plus de fourrage pour les nourrir pendant l'hiver. Mieux vaut en tirer de l'argent que les voir mourir de faim. J'étais outré. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de ce manque de moyens? Je n'ai pas ouï dire que les récoltes aient été mauvaises. Les temps sont durs, c'est vrai, mais tu n'as rien entendu parce que tu n'as pas écouté. Pendant que mon frère et toi récoltiez les honneurs de la guerre, je m'occupais de la bourse qui la payait. Et elle est pratiquement vide. Demain, je vais devoir dire aux hommes qui travaillent au nouveau bateau qu'ils doivent continuer pour l'amour de l'art, ou abandonner leur chantier. Il n'y a plus d'argent pour les payer, ni pour acheter les matériaux nécessaires à l'achèvement des navires. Il se tut, et se radossa dans son fauteuil en me dévisageant. Au fond de moi, vérité rongeait son frein. Je m'adressai au roi. Est-ce exact, monseigneur? Demandai-je. Le roi subtil tressaillit, puis il se tourna vers moi et battit des paupières. J'ai bien signé ces parchemins, n'est-ce pas? Il paraissait perplexe, et je pense que son esprit était remonté à notre précédent sujet de conversation. Il n'avait absolument rien suivi de notre entretien. À ses pieds, le fou restait étrangement silencieux. Je croyais les avoir signés. Eh bien, apporte-les-moi donc, qu'on en finisse, et que cette agréable soirée puisse se poursuivre. Que faut-il faire au sujet de la situation en Béarn? Est-il vrai que les pirates se sont emparés d'une partie des îles proches? La situation en Béarn, répéta-t-il. Il réfléchit et prit une nouvelle gorgée de thé.
Il n'y a rien à faire, intervint Royal d'un ton attristé. Mielleusement, il ajouta. Il est temps que Béarn s'occupe des problèmes de Béarn. Nous pouvons réduire les Siduchés à la mendicité pour protéger une bande côtière improductive. Les pirates ont mis la main sur quelques rochers couverts de glace. Et après? Je leur souhaite bien du plaisir. Nous avons nos propres populations à protéger, nos propres villages à rebâtir. J'espérais en vain une réaction de Subtil, un mot pour défendre Béarn. Voyant qu'il demeurait muet, je lui demandai doucement. On ne peut guère décrire la ville de Bac comme un rocher couvert de glace. Du moins, on ne le pouvait pas avant la visite des pirates rouges. Et depuis quand Béarn ne fait-il plus partie des Siduchés? Les yeux fixés sur Subtil, j'essayais d'attirer son regard. Mon roi, je vous implore de faire venir Sereine, qui est l'artiste vérité, afin que vous puissiez discuter ensemble de tout cela. Royal en eut soudain assez de jouer au chat et à la souris. Et depuis quand le garçon de Chenil s'intéresse tant à la politique? Jeta-t-il violemment. N'arrives-tu donc pas à te mettre dans le crâne que le roi peut prendre des décisions sans attendre la permission du roi servant? Mettrais-tu en question les décisions de ton roi, le Fitz? Aurais-tu à ce point oublié quelle est ta place? Je savais que Vérité t'avait plus ou moins pris comme chien de manchon, et peut-être tes aventures à la hache t'ont-elles donné une autre idée de toi-même. Mais le prince Vérité a décidé d'aller poursuivre une chimère, par Mont et par Vaux, et je reste seul pour maintenir tant bien que mal les Siduchés sur la voie. J'étais présent quand vous avez appuyé le projet du roi servant de chercher les anciens, observai-je. Le roi Subtil semblait s'être à nouveau égaré dans un rêve éveillé. Il contemplait les flammes. Et pourquoi tu étais là? Je n'en sais rien, fit-il d'une voix doucereuse. Comme je te le disais, tu te fais une idée excessive de toi-même. Tu manges à la table haute, tu es vêtu grâce à la générosité du roi, et tu en es venu à croire que cela te donne des privilèges, plutôt que des devoirs. Laisse-moi te rappeler qui tu es réellement, Fitz. Il s'interrompit, et j'eus l'impression qu'il regardait le roi, comme pour juger s'il pouvait parler sans risque. Puis il reprit en baissant le ton, d'une voix douce comme celle d'un ménestrel. Tu es le misérable bâtard d'un petit prince, qui n'a même pas eu le courage de devenir roi servant. Tu es le petit-fils d'une reine disparue dont la basse extraction s'est vue dans la roturière avec laquelle son fils aîné a couché pour te concevoir. Toi qui te donnes le nom de Fitz chevalerie loin-voyant, il te suffit de te gratter un peu pour trouver personne, le garçon de Chenil. Sois heureux que je souffre ta présence au château au lieu de te renvoyer habiter aux écuries. J'ignore ce que je ressentais en cet instant. Œil de nuit grondait haineusement en réponse au venin des propos de Royal. Et Vérité, à ce moment précis, était capable de commettre un fratricide. Je jetai un coup d'œil au roi, les deux mains serrées autour de sa chope de thé sucré. Il rêvait en regardant le feu. Du coin de l'œil, j'aperçus le fou. Il y avait de la peur dans ses yeux pâles, une peur que je n'avais jamais vue, et son regard était fixé, non sur Royal, mais sur moi. Et je me rendis alors compte que je m'étais dressé et que je dominais Royal. Il levait les yeux vers moi et il attendait la suite des événements. Il y avait une lueur inquiète dans son regard, mais aussi un lustre de triomphe. Je n'avais qu'à le frapper, il pourrait appeler les gardes. Ce serait de la trahison, il me ferait pendre. Je sentis le tissu de ma chemise tendu à mes épaules et sur ma poitrine, tous les muscles bandés de fureur. Je m'efforçai de reprendre mon souffle, obligeai mes poings crispés à s'ouvrir. Il me fallut un moment pour cela. Arrêtez, leur dis-je. Arrêtez, vous allez me faire tuer. J'attendis d'avoir retrouvé la maîtrise de ma voix pour parler. J'aurais compris bien des choses ce soir, fis-je à mi-voix. Puis je me tournai vers le roi Subtil. Monseigneur, je vous souhaite la bonne nuit et vous prie de me permettre de me retirer. Hein? Tu as donc eu des tracas aujourd'hui, mon garçon? En effet, monseigneur, répondis-je avec douceur. Ses yeux d'une profondeur infinie se levèrent vers moi tandis que j'attendais mon congé, et je plongeais mon regard dans leurs abîmes. Il n'était pas là, pas comme il y était autrefois. Il eut l'air intrigué et battit des paupières à plusieurs reprises. Ah, bon! Eh bien, peut-être devrais-tu te reposer à présent, et moi aussi. Fou! Fou! Mon lit est-il prêt? Réchauffe-le avec la bassinoire. J'ai froid. La nuit ces jours-ci. Ah, la nuit ces jours-ci. Un beau paradoxe pour toi, fou. Comment t'y prendrais-tu pour bien le faire sonner? L'intéressé se dressa d'un bond
et fit une profonde révérence au roi. Je dirais que la mort refroidit les jours, ces nuits-ci, votre majesté. C'est un froid à vous nouer les os, prompt à donner la mort. Et je me réchaufferais plus à l'ombre de mon roi qu'à la brûlure d'un soleil royal. Subtil eut un petit rire. Tu es incompréhensible, fou, comme d'habitude. Bonne nuit à tous et allez vous coucher, les garçons. Bonne nuit, bonne nuit. Je m'éclipsais pendant que Royal prenait congé de son père, de façon plus cérémonieuse, et, à la porte, je dus me tenir à quatre pour ne pas effacer à coups de poing le sourire affecté de Murfess. Une fois dans le couloir, je me dirigeai rapidement vers ma chambre, afin de suivre le conseil du fou et me réchauffer auprès d'Imbre plutôt qu'affronter Royal. Je passai le reste de la soirée seul entre mes quatre murs. La nuit venant, je savais que Molly s'étonnerait de ne pas m'entendre frapper à sa porte. Mais je n'avais ni le cœur, ni l'énergie de me faufiler hors de chez moi, de monter discrètement les marches, de raser les murs des couloirs, tout cela en tremblant d'être surpris là où je n'avais pas lieu de me trouver. En un autre temps, j'aurais cherché refuge dans la chaleur et l'affection de Molly, et j'y aurais puisé quelques paix de l'âme. Ce n'était plus le cas aujourd'hui. Je redoutais désormais la furtivité et l'inquiétude qui baignaient nos rendez-vous, et la réserve instaurée entre nous, qui ne disparaissait pas, même la porte fermée, car vérité était présent en moi, et je devais prendre garde à ce que mes émotions et mes pensées, en compagnie de Molly, ne se déversent pas dans le lien que je partageais avec lui. Je renonçais à lire le parchemin que je tenais. À quoi bon me renseigner sur les anciens, de toute façon? Vérité découvrirait ce qu'il découvrirait. Je me jetai à plat dos sur le lit, et contemplais le plafond. Même immobile et muet, j'attendais en vain la sérénité. Le lien qui m'unissait à Vérité était comme un crochet dans ma chair, et j'éprouvais ce que doit ressentir le poisson ferré quand il se débat contre la ligne. Celui que j'avais avec œil de nuit était d'une nature plus profonde et plus subtile. Mais lui non plus ne me quittait jamais, et ses yeux verts chatoyaient dans quelques recoins obscurs de mon être. Ces parties de moi-même ne dormaient jamais, ne se reposaient jamais, ne connaissaient jamais le calme, et cette tension constante commençait à prélever sa dîme sur moi. Des heures plus tard, alors que les bougies dégoûtaient de leur bobèche et que le feu n'était plus que braise, un changement dans l'air m'avertit qu'Imbre m'avait ouvert sa porte silencieuse. Je me levai et m'engageai dans l'escalier où serpentait un vent coulis, mais à chaque marche ma colère grandissait. Ce n'était pas une colère qui pousse à tempêter et échanger des coups entre hommes. Elle trouvait sa source plutôt dans la lassitude et la frustration que dans la douleur physique. Et elle était de l'espèce qui fait soudain cesser d'agir et déclarer « Je n'en peux plus ». « N'en peux plus de quoi ?» me demanda Imbre, en levant les yeux de la concuction qu'il broyait sur sa table de pierre tachée. La sincère inquiétude que je perçus dans sa voix me fit suspendre ma réponse et observer l'homme à qui je parlais. Un vieil échalas d'assassin, la peau grêlée, les cheveux presque complètement blancs, vêtu de son habituelle robe de laine grise et parsemé d'éclaboussures et de petites brûlures résultant de son travail. Et je me demandais combien d'hommes il avait tué pour son roi. Sur un simple mot ou geste de subtil. Tué sans discuter, fidèle à son serment. Malgré tous ces morts, c'était un caractère affable. Soudain, une question me vint, plus pressante que la réponse à la sienne. Imbre, avez-vous déjà tué quelqu'un pour vous-même? Il parut surpris. Pour moi-même? Oui. Pour me défendre? Oui. Pas sur ordre du roi, je parle de tuer quelqu'un pour vous simplifier la vie. Il eut un grognement de mépris. Non, naturellement. Et il me regarda curieusement. Pourquoi? Insistai-je. Il eut l'air incrédule. On ne tue pas les gens parce que ça nous arrange. C'est mal. C'est du meurtre, mon garçon. Sauf si on agit pour le roi. Sauf si on agit pour le roi, acquiesça-t-il tranquillement. Imbre, où est la différence? Que vous le fassiez pour vous-même ou pour Subtil? Avec un soupir, il abandonna la mixture qu'il préparait, fit le tour de la table et s'assit au bout sur un haut tabouret. Je me rappelle m'être posé les mêmes questions, mais à moi-même, car mon mentor était déjà mort lorsque j'avais ton âge. Il fixa son regard sur moi. Tout est affaire de foi, mon garçon. Crois-tu en ton roi? Attention,
Ton roi, ce doit être plus que le brave vieux subtil ou le gentil vérité avec son franc-parler. Ce doit être le roi, le cœur du royaume, le moyeu de la rue. Alors, et si tu es convaincu que les six-duchés valent d'être préservés, qu'on peut faire le bien du peuple en dispensant la justice du roi, eh bien, telle est la différence. Et on peut tuer pour lui. Exactement. Vous est-il arrivé de tuer contre votre propre sentiment? Tu débordes de questions ce soir, me prévint-il aimablement. Peut-être m'avez-vous laissé trop longtemps seul à y réfléchir. Que nous nous voyions presque toutes les nuits, nous discutions souvent. J'avais toujours de quoi faire et je ne ruminais pas. Mais maintenant, j'ai du temps. Il hocha lentement la tête. Réfléchir n'est pas toujours rassurant. C'est toujours bien, mais pas toujours rassurant. Oui, j'ai tué contre mon sentiment. Et, là encore, c'est affaire de foi. Je devais croire que ceux qui me donnaient mes ordres en savaient plus long que moi, et qu'ils connaissaient mieux que moi le vaste monde. Je ne dis rien pendant un long moment, et Imbre se détendit un peu. Entre. Ne reste pas dans le courant d'air. Buvons un verre de vin ensemble, et ensuite, il faudra que je te parle de... Avez-vous déjà tué en vous fondant seulement sur votre jugement? Pour le bien du royaume? L'espace de quelques secondes, Imbre me regarda, troublé, mais je ne détournai pas les yeux. C'est lui qui les baissa sur ses vieilles mains, qu'il frottait l'une contre l'autre, tout en suivant du doigt les marques rouges vifs qui parsemaient leur peau parcheminée. Je ne porte pas de jugement. Il me dévisagea soudain. Je n'ai jamais accepté ce fardeau. Je n'en ai jamais voulu. Ce n'est pas notre rôle, mon garçon. C'est le roi qui décide. Je ne m'appelle pas mon garçon, fis-je, à ma propre surprise. Je m'appelle Fitz Chevalerie. En insistant sur le Fitz, répliqua sèchement Imbre, tu es le rejeton illégitime d'un homme qui a refusé de devenir roi, qui a abdiqué. Et, par cette abdication, il s'est déchargé de la nécessité de porter des jugements. Tu n'es pas roi, Fitz, ni même fils de vrai roi. Nous sommes des assassins. Pourquoi restons-nous sans rien faire pendant qu'on empoisonne le vrai roi? Demandai-je alors de but en blanc. Je le vois, et vous le voyez aussi. Par tromperie, on l'encourage à se servir de plantes qui lui volent l'esprit. Puis, profitant de ce qu'il ne pense plus clairement, on l'incite à en employer d'autres qui l'abrutissent encore davantage. Nous connaissons la source immédiate de ces poisons, et j'ai mes soupçons quant à leur véritable origine. Et cependant, nous le regardons s'affaiblir et s'étioler sans réagir. Pourquoi? Où est la foi là-dedans? La réponse d'Imbre me fit l'effet d'un coup de poignard. J'ignore où est ta foi. Je pensais qu'elle était peut-être en moi, que j'en savais plus que toi sur ce sujet, et que j'étais loyal à mon roi. Je baissai le regard à mon tour. Au bout d'un moment, je me dirigeai à pas lents vers l'armoire, où Imbre rangeait ses alcools et ses verres. Je pris un plateau et remplis avec soin 2 coupes de vin de la carafe à bouchon de verre, puis allai déposer l'ensemble sur la petite table, près de la cheminée. Enfin, comme depuis tant d'années, je m'installai sur les pierres de l'âtre. Peu après, mon maître vint prendre place dans son fauteuil confortablement rembourré. Il saisit sa coupe et en but une gorgée. Cette année n'aura été facile ni pour toi, ni pour moi. Vous m'appelez si rarement, et quand vous m'ouvrez votre porte, vous me faites des cachotteries. Je m'étais forcé, sans y parvenir tout à fait, de ne pas prendre un ton accusateur. Imbre émit un éclat de rire bref, comme un aboiement. Et ça te vexe, toi, qui es d'un caractère si ouvert et si spontané, n'est-ce pas? Il rit à nouveau sans prêter attention au regard chagrin que je lui lançais. Quand il se fut calmé, il but un peu de vin, puis posa sur moi des yeux où dansait encore une lueur d'amusement. Ne prends pas cet air mauvais avec moi, mon garçon, me dit-il. Je ne t'ai jamais rien demandé que je n'ai exigé de moi-même au double, sinon plus. Car je considère qu'un maître a quelque droit d'attendre foi et confiance de la part de son élève. Vous les avez, répondis-je au bout d'un moment. Et vous avez raison. J'ai moi aussi mes secrets, et je pensais que vous auriez assez confiance en moi pour les croire honorables.
Mais les miens ne vous gênent pas autant que les vôtres m'oppressent. Chaque fois que je pénètre chez le roi, je vois ce que lui font les fumées et les potions de Murfès. Je veux tuer Murfès et rendre ses esprits à mon roi. Et après cela, je veux achever le travail. Je veux éliminer la source des poisons. Tu désires donc me tuer? J'eus l'impression d'une douche d'eau glacée. C'est vous qui fournissez les poisons que Murfès donne au roi? J'avais sûrement mal compris. Il acquiesça d'un lent signe de tête. Certains, oui. Sans doute ceux qui te répugnent le plus. Mon cœur s'était arrêté dans ma poitrine. Mais pourquoi, Imbre? Il me regarda quelques instants, les lèvres serrées, puis les secrets du roi n'appartiennent qu'au roi, dit-il, dans un murmure. Je n'ai pas à les divulguer. Celui à qui je les confierai, soit-il ou non, à mon avis capable de les garder. Mais si tu voulais seulement te servir de ton intelligence comme je t'y ai formé, tu connaîtrais mes secrets. Car je ne te les ai pas dissimulés, et à partir de là, tu pourrais déduire bien des choses. Je me tournai pour tisonner le feu. Imbre, j'en ai assez. Je suis trop fatigué pour jouer à ces petits jeux. Ne pouvez-vous pas parler franchement? Bien sûr que si. Mais ce serait transiger avec la promesse que j'ai faite à mon roi. Ce que je fais est déjà bien assez grave. Vous recommencez à couper les cheveux en quatre, m'exclamai-je brutalement. Peut-être, mais ce sont mes cheveux, répliqua-t-il d'un ton égal. Son équanimité me mit en fureur. Je secouai violemment la tête et décidai d'écarter un moment ces devinettes de mes pensées. Pourquoi m'avez-vous fait monter ce soir? Demandai-je sans embâge. Une ombre peinée apparut derrière le calme de son regard. Peut-être simplement pour te voir, peut-être pour t'empêcher de faire une bêtise irréparable. Je sais ce qui se passe en ce moment. Je sais que ce qui se passe en ce moment te laisse désemparé, et je partage tes craintes, je t'assure. Mais, pour le présent, nous devons continuer à suivre le chemin qu'on nous a prescrit, avec foi. Tu fais confiance à Vérité pour être de retour avant le printemps et rétablir la situation, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, avouai-je à contre-cœur. J'ai été effaré quand il a décidé de se lancer dans cette entreprise grotesque. Il aurait dû rester ici et poursuivre son projet d'origine. Le temps qu'il s'en retourne, la moitié de son royaume sera sur la paille, ou aura été dilapidée, tel que s'y prend Royal. Imbre me regarda calmement. Son royaume, c'est encore celui du roi subtil. Tu ne l'as pas oublié. Peut-être fait-il confiance à son père pour le garder intact. Je ne crois pas le roi subtil capable de se garder lui-même intact, Imbre. L'avez-vous vu récemment? Ses lèvres se réduisirent à une ligne mince. Oui, fit-il sèchement. Je le vois au moment où personne d'autre ne le voit. Et je te dis que ce n'est pas l'idiot débile que tu crois. Je secouai lentement la tête. Si vous l'aviez observé ce soir, Imbre, vous partageriez mon inquiétude. Qui te dit que je ne l'ai pas observé? Imbre était vexé à présent. Je n'avais pas l'intention de l'irriter, mais, quoi que je dise, tout semblait aller de travers. Je me contraignis donc au silence, bus une gorgée de vin et contemplai le feu. Les rumeurs sur les îles proches sont-elles fondées? Demandai-je quelques minutes plus tard. J'avais retrouvé ma voix normale. Imbre se frotta les yeux de ses phalanges osseuses. Comme dans toute rumeur, il s'y trouve un germe de vérité. Peut-être est-il exact que les pirates y ont établi une base. Nous l'ignorons. En tout cas, nous ne leur avons pas donné. Comme tu en as fait toi-même la remarque, une fois en possession des îles proches, ils pourraient assaillir notre côte, hiver comme été. Le prince royal semble penser qu'on pourrait se débarrasser d'eux en leur proposant une contrepartie, que ce sont peut-être ces îles et un bout de la côte de Béarn qu'il guigne. J'avais dû faire un effort, mais j'avais réussi à conserver un ton respectueux en parlant de royal. Bien des hommes s'imaginent qu'en exprimant un vœu, ils vont le faire se réaliser, répondit Imbre d'un ton neutre. Même lorsqu'ils devraient faire preuve de plus de sagacité, ajouta-t-il sombrement. À votre avis, que veulent les pirates? Son regard plongea dans le feu derrière mon épaule. Ça, c'est un vrai casse-tête.
Que veulent les pirates? C'est ainsi que notre esprit conçoit le problème, Fitz. Nous croyons qu'ils nous attaquent parce qu'ils veulent quelque chose de nous. Mais dans ce cas, ils nous auraient sûrement déjà fait part de leurs exigences. Ils savent le mal qu'ils nous font. Ils se doutent bien que nous examinerions leurs revendications, à tout le moins. Or, ils ne demandent rien. Ils nous attaquent et nous attaquent encore, tout simplement. Ce n'est pas logique, fis-je, achevant son raisonnement. Selon notre façon de considérer la logique, me reprit-il. Mais si notre postulat de départ est faux, je le dévisageai sans comprendre. S'ils ne veulent rien d'autre que ce qu'ils ont déjà, un réservoir de victimes, des villes à piller, des villages à incendier, des gens à torturer, si c'est là leur unique but, c'est aberrant, dis-je d'une voix lente. Peut-être, mais si c'est le cas, alors rien ne les arrêtera, sauf une élimination totale. Il hocha la tête. Poursuis ta pensée. Nous ne disposons pas d'assez de navires pour les freiner, si peu que ce soit. Je réfléchis un instant. Mieux vaudrait pour nous que les anciens existent bel et bien, parce que apparemment ils constituent, eux, ou quelque chose comme eux, notre seul espoir. Humbre acquiesça d'un signe de tête. Exactement. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai approuvé le projet de vérité. Parce que c'est notre seule chance de survie. Nous restâmes un long moment silencieux, les yeux perdus dans les flammes. Quand je regagnai mon lit, je fus assailli par des cauchemars où Vérité, attaqué, se défendait tandis que je le regardais sans intervenir. Je ne pouvais pas tuer ses ennemis, car mon roi ne m'en avait pas donné l'autorisation. Douze jours plus tard, le duc Brondy de Béarn arriva. Il avait suivi la route côtière à la tête d'une troupe assez considérable pour être impressionnante, sans toutefois paraître menaçante. Et il se présentait dans le plus grand apparat que son duché pouvait se permettre. Ses filles l'accompagnaient, sauf l'aînée, demeurée en Béarn afin de faire tout ce qui pouvait l'être pour Bac. Je passai le début de l'après-midi dans les écuries, puis dans la salle des gardes, à écouter les bavardages des membres mineurs de sa suite. Pogne veilla efficacement à ce que les bêtes fussent bien logées et soignées, et, comme toujours, nos cuisines et nos casernements se firent hospitaliers. Cela n'empêcha pourtant pas les réflexions grinçantes de la part des Béarnois. Ils décrivirent en termes crus ce qu'ils avaient vu à Bac, et se plaignirent que leurs appels à l'aide fussent restés lettres mortes. Nos soldats s'aperçurent avec honte qu'ils n'avaient guère à répondre pour la défense du roi subtil, et quand un soldat ne peut justifier les actes de son chef, il doit s'incliner devant la critique ou trouver un autre terrain de désaccord. Des rixes éclatèrent donc entre Béarnois et Castelcervois, incident heureusement isolé à propos de différends insignifiants. Mais ce genre de péripéties ne se produisait ordinairement pas sous la discipline de Castelcer, et elles en prenaient un aspect d'autant plus inquiétant qui, à mes yeux, soulignait le désarroi auquel nos propres troupes étaient en proie. Je m'habillai avec soin pour le dîner, ne sachant pas qui je risquais d'y rencontrer, ni ce que l'on attendrait de moi. J'avais aperçu Célérité par 2 fois dans la journée, et chaque fois que je m'étais éclipsé avant de me faire repérer, je supposais, en le redoutant, la voir pour voisine de table. Ce n'était pas le moment de faire affront à une ressortissante béarnoise, mais je ne souhaitais pas non plus l'encourager à me poursuivre de ses assiduités. Pourtant, je m'étais inquiété pour rien, car je me trouvais placé très bas à la table, parmi les petits nobles et les plus jeunes, par-dessus le marché. Je passais une désagréable soirée à jouer les nouveautés au milieu de nobliaux. Plusieurs jeunes filles tentèrent de me faire du charme, expérience inédite pour moi, et qui ne me plut guère. Au cours de ce dîner, je pris conscience de l'énorme afflux de gens qui avait grossi la cour de Castelcer durant cet hiver. La plupart venaient des duchés de l'intérieur renifler les miettes de l'assiette royale. Mais, comme ces jeunes femmes l'indiquaient clairement, elles étaient prêtes à courtiser n'importe où l'influence politique. L'effort que je devais fournir pour suivre leurs tentatives de badinage piquant et y répondre avec au moins un semblant de courtoisie m'empêchait totalement de prêter attention à ce qui se passait à la table haute. Le roi subtil était présent, assis entre la reine servante kétricaine et le prince royal. Le duc Brondy et ses filles, Célérité et Félicité,
venait tout de suite après, et le reste de la table appartenait aux favoris de Royal, parmi lesquels il fallait remarquer le duc Bélier de la Bourg, sa dame, paisible, et leurs deux fils, le seigneur Brillant, jeune cousin de Royal, héritier du duc de Bauges et nouveau venu à la cour, était là aussi. De là où je me trouvais, je ne voyais pas grand-chose, et j'en entendais encore moins. Je sentais vérité bouillir d'exaspération à cette situation, mais je n'y pouvais rien. Le roi semblait plus fatigué qu'égaré, ce que je pris pour un signe positif. Kétriken, assise à côté de lui, était presque blanche, en dehors de deux taches roses aux pommettes. Elle ne mangeait guère, et paraissait plus grave et plus encline à se taire que d'habitude. En revanche, le prince royal se montrait sociable et enjoué, du moins avec le duc Bélier, dame paisible et leurs enfants. Il ne se conduisait pas tout à fait comme si Brondy et ses filles n'existaient pas, mais sa gaieté le portait visiblement sur les nerfs. Le duc Brondy était un homme de vastes proportions et bien musclé malgré son âge. Les mèches blanches qui apparaissaient de sa queue de cheval de guerrier attestaient d'anciennes blessures reçues au combat, tout comme une de ses mains à laquelle manquaient des doigts. Ses filles le suivaient dans l'ordonnancement de la table, jeunes femmes aux yeux indigos dont les pommettes hautes trahissaient l'ascendance prochilienne de feu leur mère. Félicité et Célérité portaient les cheveux courts et lissés à la mode du Nord. La façon vive qu'elles avaient de tourner la tête pour observer chaque convive m'évoquait des faucons au poignet. On était loin de la noblesse polissée des duchés de l'intérieur avec laquelle Royal avait l'habitude de frayer. De tous les peuples du royaume, les Béarnais étaient celui qui se rapprochait le plus de ses ancêtres guerriers. De la part de Royal, c'était un jeu dangereux que de se moquer de leur doléance. Il ne s'attendait naturellement pas qu'on discute des pirates à table, mais le ton guilleret du prince jurait avec la gravité de leur mission, et je me demandais s'ils se rendaient compte de l'injure qu'ils leur infligeaient. Kétriken, elle, en avait pleinement conscience. Plus d'une fois je la vis serrer les dents ou baisser les yeux en entendant un trait d'esprit de Royal. En outre, il buvait trop, et cela commençait à paraître dans ses gestes exagérés et ses éclats de rire stridents. Je me morfondais de ne pas savoir ce qu'il trouvait de si comique à ses propres propos. Le dîner fut interminable. Célérité ne tarda pas à me repérer, et j'eus dès lors bien du mal à éviter ses regards inquisiteurs. Je la saluai courtoisement de la tête la première fois que nos yeux se croisèrent, et je la vis perplexe quant à la place qui m'avait été allouée. Par la suite, je n'osais pas esquiver toutes ces œillades. Royal se montrait assez insultant sans que je donne en plus l'impression de rebuffer la fille de Béarn. Je me sentais sur le fil du rasoir, et c'est avec soulagement que je vis le roi subtil se lever, et la reine Kétriken insister pour le reconduire à ses appartements. Royal eut un froncement de sourcils d'ivrogne, en voyant les convives s'éclipser sitôt, mais ne fit pas le moindre geste pour retenir le duc Brondy et ses filles à sa table. Ils s'excusèrent avec raideur dès que Subtil fut parti. Moi-même, prétextant une migraine, j'abandonnai mes compagnons à leur glousserie pour regagner la solitude de ma chambre. En ouvrant ma porte, j'avais un sentiment d'impuissance totale. J'étais bien personne, le garçon de Chenil, en effet. Je vois que le dîner t'a passionné, observa le fou. Je soupirai sans lui demander comment il s'était introduit chez moi. Inutile de poser des questions qui n'obtiendraient pas de réponse. Assis sur les pierres de ma cheminée, il se découpait en silhouette sur les flammes du petit feu qu'il avait allumé, et un calme étrange l'entourait. Je n'entendais ni tintement de clochette, ni paroles moqueuses et sautillantes de sa part. C'était insupportable, fis-je. Sans m'occuper d'allumer la moindre bougie, ma migraine n'était pas une totale invention. Je m'assis sur mon lit, puis m'y étendis avec un nouveau soupir. Je ne sais pas où va Castelserre, ni ce que je peux y changer. Ce que tu as déjà fait est peut-être suffisant. Je n'ai rien fait de particulier ces derniers temps, répondis-je, à moins de compter le fait d'avoir appris à répondre à Royal. Ah. C'est là une technique que nous apprenons tous, fit-il d'un ton morose. Il ramena ses genoux contre sa poitrine et y posa le menton. Il prit une inspiration. N'as-tu donc aucune nouvelle à partager avec un fou? Un fou très discret? Toutes les nouvelles que je pourrais avoir à partager avec toi, tu les as déjà apprises, et sans doute bien plus tôt que moi. La pénombre de la chambre était reposante, et mon mal de tête s'apaisait. Ah.
Il se tut un instant. Puis-je alors poser une question à laquelle tu répondras ou non, à ta convenance? Ne gaspille pas ta salive et pose-la tout de suite. Tu sais comme moi que tu la poseras, que je t'en donne ou non la permission. Tu as raison, en effet. Eh bien, la question. Ah! Voici que je rougis à ma grande surprise. Fitz chevalerie. As-tu fait un Fitz à ton tour? Je me redressai lentement sur le lit et regardai sa silhouette. Il ne broncha pas, ne bougea pas. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Fis-je, à mi-voix. Je dois savoir, dit-il doucement, presque d'un ton d'excuse. Molly porte-t-elle ton enfant? Je bondis sur lui, le saisis à la gorge et l'obligeai à se lever. Comme je ramenais le poing en arrière, ce que la lumière du fou révéla de son visage m'arrêta. Allons, frappe donc, murmura-t-il. De nouveaux bleus ne se verront guère sur les anciens. Je puis rester caché encore quelques jours. Je le lâchai brusquement. Étrange comme l'acte que je m'apprêtais à commettre me paraissait soudain monstrueux, commis par un autre. À peine eut-il recouvré sa liberté qu'il se détourna, comme si son visage tuméfié et violacé lui faisait honte. Peut-être ses blessures me paraissaient-elles plus horribles, à cause de son teint pâle et de sa charpente délicate. Mais j'éprouvais la même répulsion que si la victime avait été un enfant. Je m'agenouillai devant le feu et y rajoutai du bois. Tu n'as pas assez bien vu? Demanda le fou d'un ton aigre. Je te préviens, mieux éclairé, ce n'est pas plus joli. Assis-toi sur mon coffre et enlève ta chemise, ordonnai-je sèchement. Il ne bougea pas, mais je ne m'en préoccupais pas. Je remplis d'eau ma petite bouilloire à thé et la mis à chauffer. Puis j'allumai les bougies d'un chandelier, le posai sur ma table et enfin sortis ma petite réserve de simple. Je n'en avais guère chez moi et je regrettais de ne pas avoir toute la panoplie de buriches à ma disposition. Mais j'étais certain que, si je descendais maintenant aux écuries, le fou serait parti à mon retour. Toutefois, les herbes que j'avais devant moi étaient surtout destinées à soigner plaies, bosses et autres horions auxquels ma profession secrète m'exposait le plus souvent, et elles suffiraient. Une fois l'eau chaude, j'en versai un peu dans ma cuvette et ajoutai une généreuse poignée d'herbes que j'écrasai entre mes doigts. Puis je pêchai une chemise trop petite pour moi dans mon coffre à vêtements et la déchirai en bandes. Viens la lumière, dis-je au fou sur un ton plus aimable. Il l'obtempéra au bout d'un moment, mais d'un pas hésitant, presque timide. Je l'observai brièvement, puis le pris par les épaules et le forçai à s'asseoir sur le coffre. Que t'est-il arrivé? Demandai-je, épouvanté par l'état de son visage. Il avait les lèvres fendues et tuméfiées, et un œil tellement enflé qu'il pouvait à peine l'ouvrir. Je me suis baladé dans Castelcer en demandant à des individus acariâtres s'ils n'avaient pas fait de petits bâtards récemment. Son œil valide soutint le regard noir que je lui adressais. Une résille rouge en maculait le blanc, et je me trouvais incapable ni de me mettre en colère, ni de rire. Tu devrais connaître assez de médecine pour mieux te soigner que ça. Ne bouge plus. Je fis une compresse avec le tissu, l'appliquai doucement, mais fermement sur son visage, et il se détendit peu à peu. Ensuite, je nettoyai le sang séché. Bien qu'il n'y en eût guère, il s'était manifestement lavé après le coup qu'il avait reçu. Mais du sang avait continué à soudre de certaines entailles. Je passai le doigt le long de sa mâchoire et autour de ses yeux. Aucun os ne paraissait endommagé. Qui t'a fait ça? Demandai-je. Je me suis cogné dans plusieurs portes, ou plusieurs fois dans la même. Ça dépend de laquelle tu parles. Il s'exprimait facilement, malgré ses lèvres mâchées. C'était une question sérieuse que je te posais, fis-je. Moi aussi. À nouveau, je le foudroyai du regard, et il baissa les yeux. Le silence tomba entre nous pendant que j'allais chercher un pot d'onguent que Burich m'avait donné pour traiter les coupures et les éraflures. J'aimerais avoir la réponse, repris-je, tout en ouvrant le récipient. L'odeur familière du baume me piqua le nez et je fus soudain pris avec une force étonnante de la nostalgie de Burich. Moi aussi. Il tressaillit légèrement lorsque j'appliquai le baume. Cela brûlait, je le savais, mais c'était efficace. Pourquoi me poser cette question à moi? Fis-je enfin. Il réfléchit un instant.
parce qu'il est plus facile de te la poser que de demander à Kétriken si elle porte l'enfant de vérité. Autant que je puisse le savoir, Royal ne partage ses faveurs qu'avec lui-même ces temps-ci, ce qui le met hors du coup. Le père ne peut donc être que vérité, ou toi. Je le dévisageai d'un air un peu perdu, et il secoua la tête tristement. Tu ne sens rien dit-il dans un quasi-murmure. Son regard se fit théâtralement lointain. Les forces se modifient, les ombres s'agitent, une onde traverse soudain les possibilités, les destinées se multiplient, et les avenirs se réordonnent. Tous les chemins divergent et divergent encore. Ses yeux revinrent sur moi, et je lui souris, croyant qu'il plaisantait. Mais sa bouche avait un pli grave. La lignée des loin-voyants a un héritier, déclara-t-il à mi-voix. J'en suis certain. Vous est-il arrivé de rater une marche dans le noir? Vous connaissez alors cette impression qu'on a de vaciller brusquement au bord d'un gouffre, sans en connaître la profondeur. D'un ton trop péremptoire, j'affirmai. Je n'ai pas fait d'enfant. Le fou me considéra d'un œil sceptique. Ah s'exclama-t-il avec une feinte sincérité. Non, bien sûr. Ce doit donc être Kétriken qui est enceinte. Sûrement, acquiesçai-je. Mon cœur se serra. Si c'était vrai, elle n'avait aucune raison de le cacher, tandis que Molly en aurait tous les motifs. Et je n'avais pas été la voir depuis plusieurs soirs. Peut-être avait-elle une nouvelle à m'annoncer. Le vertige me saisit soudain, mais je pris une longue inspiration pour me calmer. Enlève ta chemise, dis-je au fou. Voyons ta poitrine. Je l'ai déjà regardée, merci, et je t'assure qu'elle va bien. Quand ils m'ont jeté un sac sur la tête, c'était pour mieux viser, je présume. Ils ont pris grand soin de ne pas taper ailleurs. La brutalité de ce qu'on lui avait infligé me rendit malade. Qui demandai-je quand j'eus retrouvé ma voix. Allons. J'avais un sac sur la tête. Tu vois à travers les sacs, toi? Non. Mais tu dois bien avoir des soupçons. Il inclina la tête de côté, l'air sidéré. Si tu ne les connais pas déjà, c'est toi qui as la tête dans un sac. Attends, je vais t'y découper un petit trou. On sait que tu mens au roi et que tu espionnes pour le compte de vérité, le prétendant. Ne lui envoie plus de messages, nous le saurons. Il détourna le visage pour contempler le feu, et ses talons se mirent à cogner rythmiquement contre le coffre. Vérité le prétendant répétai-je outré. C'est eux qui le disent. Pas moi, observa le fou. Je refoulai ma colère pour réfléchir. Pourquoi se suspecterait-on d'espionner pour vérité? Lui as-tu transmis des messages? J'ai un roi, répondit-il entre haut et bas, même s'il ne se souvient pas toujours qu'il est mon roi. Il faut ouvrir l'œil pour son roi, comme tu le fais sûrement toi-même. Que vas-tu faire? Ce que j'ai toujours fait. Quoi d'autre? Je ne peux pas cesser ce qu'il m'ordonne de cesser, puisque je n'ai jamais commencé. Une certitude glacée me fit frissonner. Et s'il remet ça? Il éclata d'un rire morne. Inutile que je m'en inquiète, car je ne puis l'empêcher. Mais ce n'est pas pour autant que je l'envisage avec plaisir. Ça, il indiqua ses traits tuméfiés, ça guérira. Mais pas ce qu'ils ont fait à ma chambre. Il va me falloir des semaines pour tout remettre en état. Il en parlait d'un ton détaché, mais je sentis un vide affreux grandir en moi. Une seule fois je m'étais rendu dans sa chambre, en haut d'une tour, au bout d'un escalier interminable que personne n'empruntait plus, plein de poussière et de détritus accumulés par les années. J'étais arrivé dans une pièce qui donnait sur les parapets et qui renfermait un petit paradis. Je songeais aux poissons aux couleurs vives qui nageaient dans de vastes récipients de terre, aux jardins de mousse dans leurs bacs, à la poupée de porcelaine si soigneusement bordée dans son berceau. Je fermai les yeux, et il ajouta, toujours tourné vers les flammes. Ils ont fait ça très consciencieusement. Étais-je bête d'imaginer qu'il existait un lieu sûr en ce monde? Je n'osais pas le regarder. À part sa langue, il n'avait aucune arme, et son seul désir dans la vie était de servir son roi, et de sauver le monde. Pourtant, quelqu'un avait anéanti son univers. Pire encore, j'avais l'affreux soupçon que son passage à tabac était une vengeance pour un acte que j'avais commis, moi. Je pourrais t'aider à réparer ce qu'on t'a fait, proposai-je à mi-voix. Il secoua sèchement la tête. Je ne crois pas, répondit-il, puis d'une voix plus normale. Sans vouloir te vexer. Tu ne me vexes pas. Je ramassai les herbes assainissantes, le pot d'onguent
et les lambeaux qui restaient de ma chemise, et le fou sauta à bas de mon coffre. Je lui offris le matériel que je venais de réunir. Il l'accepta gravement. Puis il se dirigea vers la porte d'une démarche raide. Malgré ses protestations de n'avoir été frappé qu'au visage, la main sur la poignée, il se retourna. Quand tu seras sûr, tu me le diras. Il observa un silence, plein de sous-entendus, puis un ton plus bas. Après tout, s'il traite ainsi le fou du roi, qu'irait-il faire à la femme qui porte l'héritier du roi servant? Il n'aurait pas cette audace, fis-je farouchement. Il eut un grognement de dédain. Ah oui? Moi, je ne sais plus de quoi ils auraient ou n'auraient pas l'audace, fit ce chevalerie. Et toi non plus. Je chercherais un moyen plus efficace de barrer ma porte si j'étais toi, sauf si tu tiens à te retrouver toi aussi, la tête dans un sac. Il eut un sourire qui n'était pas même pas l'ombre de son sourire moqueur habituel, et s'éclipsa. Après son départ, je rebattis la barre de la porte et m'y adossai en soupirant. Les autres en pensent ce qu'ils veulent, vérité, dis-je tout haut dans la chambre silencieuse. Mais, pour ma part, je crois que vous devriez faire demi-tour et rentrer tout de suite. Il n'y a pas que les pirates rouges qui nous menacent, et je ne suis pas convaincu que les anciens seraient très efficaces contre les autres risques que nous courons. J'attendis un signe qu'il acquiesçait à mon message, ou au moins qu'il l'avait reçu. Mais rien. Un tourbillon d'exaspération monta en moi. Je n'étais jamais sûr de savoir quand vérité était présent en moi, ni s'il percevait les pensées que je souhaitais lui transmettre. Et je me demandais, pour la 100e fois, pourquoi il ne se servait pas de sereine pour transmettre ses ordres. Il l'avait artisé tout l'été à propos des pirates. Pourquoi ce silence désormais? L'avait-il contacté par l'art et l'avait-elle caché? Ou bien ne l'avait-elle révélé qu'à Royal? C'était possible. Peut-être les échymoses qui marquaient le visage du fou reflétaient-elles la colère de Royal, ayant découvert que Vérité ne perdait rien de ce qui se passait en son absence. Quant à savoir pourquoi il avait désigné le fou comme coupable, la question restait ouverte. Peut-être l'avait-il simplement choisi comme bouc émissaire, pour donner libre cours à sa fureur. Le fou n'avait jamais cherché à éviter de froisser Royal, ni personne d'autre. Plus tard, ce soir-là, je me rendis chez Molly. C'était risqué, car le château était bondé de visiteurs qui allaient et venaient, et de serviteurs aux petits soins pour eux. Mais mes soupçons m'y poussaient. Quand je frappai à la porte, Molly répondit à travers le bois. Qui est là? C'est moi, répondis-je étonné. Elle n'avait jamais posé cette question jusque-là. Ah! Et elle m'ouvrit. Je me faufilai à l'intérieur et verrouillai la porte derrière moi pendant qu'elle s'approchait de la cheminée. Elle s'agenouilla et, sans me regarder, ajouta du bois au feu qui n'en avait nul besoin. Elle portait sa robe bleue de servante, et ses cheveux étaient encore noués en chignon. Le moindre de ses gestes m'était un avertissement. Ma visite s'annonçait mal. Je regrette de n'être pas venu plus souvent ces derniers temps. Moi aussi, répondit Molly laconique. Elle ne me facilitait guère mon entrée en matière. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont retenu. Et quoi donc? Je soupirais. Je voyais d'ici où cette conversation allait nous mener. Des choses dont je ne peux pas te parler. Bien entendu. Malgré ses manières calmes et polies, je savais que sa colère bouillonnait juste sous la surface. À la première parole déplacée, ce serait l'éruption. Et me taire ne vaudrait guère mieux. Autant valait aborder la question de front. Molly. La raison qui m'amène ce soir? Ah, je savais bien qu'il te fallait une raison particulière pour venir chez moi. La seule chose qui m'étonne finalement, c'est mon attitude. Que fais-je ici? Pourquoi est-ce que je rentre tout droit dans ma chambre chaque jour après mon travail et que je me morfonds en attendant que tu passes? Je pourrais avoir des occupations, aller au spectacle de ménestrels et de marionnettistes. Ce n'est pas ce qui manque en ce moment, grâce au prince royal. Je pourrais m'inviter à l'un des petits âtres, au milieu des autres servantes, et m'amuser avec elles, au lieu de rester ici toute seule. Bien, je pourrais travailler. Mijote me permet d'utiliser les cuisines, quand ce n'est pas trop agité. J'ai de la mèche, des herbes et du suif, dont je pourrais me servir tant que les plantes ont encore tout leur parfum. Mais non, je rentre ici au cas où, par hasard, tu te souviendrais de moi, et aurais envie de passer quelques instants avec moi. Tel un rocher dans la tempête, je soutenais les coups de bélier de ses paroles. Je ne pouvais rien faire d'autre. Tout ce qu'elle disait était exact. Je baissai les yeux pendant qu'elle retrouvait son souffle, et, quand elle reprit, toute colère avait disparu de sa voix, remplacée par bien pire, de la détresse et du découragement. Fitz, c'est trop dur. Chaque fois que je crois m'être résigné,
je me surprends à espérer encore. Mais nous n'avons rien à attendre de l'avenir, n'est-ce pas? Il n'y aura jamais d'instant rien qu'à nous, jamais de maison rien qu'à nous. Elle se tut et baissa le regard en se mordillant la lèvre. Puis, d'une voix tremblante. J'ai vu Célérité. Elle est très belle. J'ai même trouvé un prétexte pour lui parler. Je lui ai demandé s'ils avaient besoin d'autres bougies pour leurs appartements. Elle m'a répondu d'un air timide, mais courtoisement. Elle m'a même remercié de ma sollicitude, alors que bien peu ici remarquent seulement les serviteurs. Elle. C'est quelqu'un de bien. C'est une dame. Oh, on ne te donnera jamais la permission de m'épouser. Pourquoi voudrais-tu épouser une servante? Pour moi, tu n'es pas une servante, répondis-je à mi-voix. Ce n'est pas comme ça que je te considère. Comme quoi alors? Je ne suis pas ton épouse, murmura-t-elle. Dans mon cœur, si, fis-je. C'était une piètre consolation. Je me sentis honteux de l'avoir l'acceptée et poser son front sur mon épaule. Je la serrai doucement contre moi quelques instants, puis l'étreignit plus chaleureusement. Comme elle se nichait contre moi, je lui dis, les lèvres dans ses cheveux, je voudrais te demander quelque chose. Quoi? Es-tu enceinte? Comment? Elle s'écarta de moi et me dévisagea. Portes-tu mon enfant? Je. Non, non, je ne suis pas enceinte. Silence. Qu'est-ce qui te prend de me demander ça d'un seul coup? Ça m'a traversé l'esprit, comme ça, c'est tout, tu sais. Je sais. Si nous étions mariés et que je ne sois toujours pas enceinte, les voisins commenceraient à nous plaindre. Ah bon? Je n'y avais jamais pensé. Certains, je le savais, se demandaient si Kétriken n'était pas stérile, pour n'avoir pas encore conçu au bout d'1 an de mariage. Mais l'absence d'enfant de la reine servante était une question d'ordre public. Je n'avais jamais imaginé que des voisins puissent ainsi surveiller de nouveaux mariés. Bien sûr, quelqu'un m'aurait déjà indiqué une recette de tisane recommandée par sa vieille mère, ou donné de la poudre de défense de sanglier à verser discrètement dans ta bière le soir. Ah oui? Je la serrai plus fort contre moi, avec un grand sourire idiot. Hmm. Elle me rendit mon sourire, puis son visage redevint sérieux. À vrai dire, chuchota-t-elle, je prends certaines herbes pour ne pas tomber enceinte. J'avais presque oublié la réprimande que m'avait infligée Patience. Il paraît que ce genre de simples peuvent rendre malade si on en prend trop longtemps. Je sais ce que je fais, répliqua-t-elle d'un ton tranchant. Et puis je n'ai pas le choix, poursuivit-elle plus doucement. À part la catastrophe, acquiesçai-je. Je sentais qu'elle hochait la tête contre mon épaule. Fitz, si j'avais répondu oui ce soir, si j'étais enceinte, que ferais-tu? Je l'ignore, je n'y ai pas réfléchi. Réfléchis-y maintenant, fit-elle d'un ton implorant. Je crois, dis-je lentement, que j'essayerai de te trouver un endroit où t'installer. Je ne sais pas comment. J'irai voir Imbre, Buriche, et les supplierai de m'aider. J'en blêmis intérieurement. Un endroit sûr, loin de Castelcerre, en amont du fleuve, sans doute. Je viendrai t'y rejoindre le plus souvent possible. Je me débrouillerai pour m'occuper de toi. Tu m'écarterais de ta vie alors. Voilà ce que tu es en train de dire. Moi et notre. Mon enfant. Non! Je vous mettrai en sûreté, là où personne ne pourrait t'humilier ni se moquer de toi parce que tu serais fille-mère. Et quand je n'aurai l'occasion, je viendrai vous voir, toi et notre enfant. As-tu seulement songé que tu pourrais nous accompagner? Que nous pourrions quitter Castelcerre, toi et moi, et remonter le fleuve dès maintenant? Je ne peux pas quitter Castelcerre. Je te l'ai déjà expliqué 100 fois. Je sais. J'ai essayé de comprendre, mais je n'y arrive pas. Le travail que j'exécute pour le roi est tel que. Eh bien, cesse! Que quelqu'un d'autre s'en charge, pars avec moi, que nous nous bâtissions une vie à nous. Je ne peux pas. Ce n'est pas si simple. On ne me laisse pas m'en aller comme ça. Sans que je m'en aperçoive, nous nous étions séparés. Molly croisa les bras sur sa poitrine. Vérité n'est plus là, et tout le monde ou presque est persuadé qu'il ne reviendra pas. Le roi subtil s'affaiblit de jour en jour, et Royal s'apprête à hériter. Si la moitié de ce que tu me dis sur ses sentiments envers toi est vrai,
Pourquoi donc voudrais-tu rester ici une fois qu'il sera roi? Pourquoi te laisserait-il habiter ici? Fitz, tu ne vois donc pas que tout s'écroule? Les îles proches et Bac, ce n'était qu'un début. Les pirates ne s'en tiendront pas là. Raison de plus pour demeurer à Castelserre, afin de travailler et, le cas échéant, me battre pour notre peuple. Un homme seul ne les tiendra pas en échec, rétorqua Molly. Même quelqu'un d'aussi entêté que toi. Pourquoi ne pas te servir de cet entraînement pour te battre pour nous, plutôt? Pourquoi ne pas nous enfuir loin d'ici, remonter le fleuve jusqu'en dans l'intérieur, là où les pirates ne vont pas, et nous bâtir une existence? Pourquoi faudrait-il renoncer à tout pour une cause perdue? Je n'en croyais pas mes oreilles. Si c'était moi qui avais tenu ces propos, ça aurait été de la haute trahison. Mais elle prononçait ces paroles comme si elles relevaient du simple bon sens, comme si elle, moi et un enfant qui n'existait pas encore avions plus d'importance que le roi et les six duchés réunis. Je lui fis part de mes réflexions. Ma foi, répondit-elle en me regardant dans les yeux, c'est vrai pour moi en tout cas. Si tu étais mon mari et que j'ai un enfant de toi, c'est comme ça que je nous verrais, plus important que le reste du monde. Que rétorquer à cela? J'essayais de discerner la vérité tout en sachant que je ne la convaincrais pas. Tu aurais autant d'importance à mes yeux, et tu l'as déjà. Mais c'est bien pour ça que je dois rester ici. Parce que quelque chose d'aussi important, on ne s'enfuit pas avec, on ne le cache pas. On le défend pied à pied. On le défend? Sa voix monta d'un cran. Quand comprendras-tu que nous ne sommes pas assez forts pour nous défendre? Moi, je le sais, j'ai protégé des enfants de mon propre sang contre les pirates, et je m'en suis sorti de justesse. Quand tu en auras fait autant, tu reviendras me parler de nous défendre. Je ne répondis pas. Ce n'était pas seulement que ces paroles m'avaient fait mal, car elles m'avaient meurtri, et profondément. Mais elles avaient aussi fait remonter de ma mémoire l'image d'une petite fille que je tenais contre ma poitrine et dont le sang ruisselait sur son bras déjà presque froid. L'idée de revivre semblable scène m'était insupportable, mais il n'était pas question de me dérober. S'enfuir ne servirait à rien, Molly. Soit nous combattons ici, soit nous nous ferons massacrer quand les combats nous rattraperont. Ah oui? Fit-elle d'un ton glacé. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le fait que tu places un roi plus haut que moi qui te fait dire ça? Je fus incapable de soutenir son regard, et elle eut un grognement en méprisant. Tu es exactement comme Buriche. Tu ne te rends pas même pas compte à quel point tu lui ressembles. Je suis comme Buriche, moi? J'étais un peu égaré. Qu'elle me compare à Buriche me laissait déjà pantois, mais qu'elle le dise sous ce ton. Oui, fit-elle péremptoire. Parce que je suis loyal à mon roi? J'essayais tant bien que mal de surnager. Mais non! Parce que tu fais passer ton roi avant ta femme, ou ton amour, ou ta propre vie. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Là, tu vois, tu ne comprends pas, c'est vrai. Et ça ne t'empêche pas de te pavaner avec l'air de savoir plein de grandes choses, de noirs secrets, et tout ce qui se passe d'important. Eh bien, réponds à cette question. Pourquoi Patience déteste-t-elle Buriche? Cette fois, j'étais complètement perdu. Je ne voyais vraiment pas je ne voyais vraiment pas ce que cette histoire avait à faire avec ce qu'elle me reprochait. Mais Molly trouverait sûrement un lien. Avec circonspection, je risquais. Elle lui en veut de mon existence, elle croit que Buriche a poussé Chevalerie à des comportements ignobles, et en conséquence à me concevoir. Là, tu vois comme tu es bête? Ça n'a rien à voir. Brodette m'a tout raconté un soir. Un peu trop de vin de sureau, et nous nous sommes retrouvés à parler, moi de toi, et elle de Buriche et Patience. Patience a d'abord aimé Buriche, bonnet que tu es. Mais il ne voulait pas l'épouser? Il disait l'aimer, mais ne pas pouvoir se marier avec elle, même si son père, à elle, consentait à une union en dessous de sa condition, parce qu'il avait juré allégeance sur sa vie et son épée à un certain seigneur. Il ne pensait pas pouvoir satisfaire l'un et l'autre. Ah ça! Il prétendait regretter de ne pas être libre de l'épouser et d'avoir prêté serment avant de la connaître. Mais n'empêche qu'il ne pouvait pas l'épouser. Il lui a sorti je ne sais quelle imbécilité, comme quoi un cheval avait beau faire, il ne pouvait porter qu'une selle. Alors elle lui a dit eh bien va-t'en. Dans ce cas, suis ce seigneur qui est plus important que moi à tes yeux. Et il est parti. Comme toi, si je te demandais de choisir. Elle avait les pommettes rouges vifs lorsqu'elle me tourna le dos avec un brusque mouvement de la tête. Ainsi, tel était le rapport avec ce qu'elle me reprochait.
Mais la tête me tournait tandis que, comme des pièces de puzzle, des bouts d'histoire, des remarques entendues par hasard, s'organisaient soudain. Je me rappelais Buriche évoquant sa première rencontre avec Patience, assis sur la branche d'un pommier. Elle lui avait demandé de lui ôter une écharpe du pied. Ce n'est pas le genre de service qu'une femme sollicite de l'homme lige de son seigneur, mais bien une adolescente au tempérament direct, d'un jeune homme qui a accroché son regard. Et sa réaction le soir où je lui avais parlé de Molly et de Patience, et où je lui avais répété le parole de Patience à propos de chevaux et de sel. Chevalerie était-elle au courant demandai-je. Molly se retourna vivement pour me dévisager. Ce n'était manifestement pas la question qu'elle attendait, mais elle ne put résister à l'envie de finir son histoire. Non, pas au début. Quand Patience l'a connu, elle ignorait ce qu'il était le maître de Buriche, qui ne lui avait jamais dit à qui il avait juré allégeance. Tout d'abord, Patience ne voulait pas entendre parler de chevalerie, parce qu'elle ne pensait qu'à Buriche, tu comprends. Mais chevalerie était têtu. D'après Brodette, il l'aimait à la folie. Il a fini par gagner son cœur. Ce n'est qu'après avoir accepté de l'épouser qu'il a découvert que c'était le maître de Buriche, et seulement parce que Chevalerie a envoyé Buriche lui faire cadeau d'un certain cheval. Je revis soudain Buriche dans les écuries, devant la monture de Patience, disant C'est moi qui ai dressé cette jument. Je me demandais s'il avait spécialement dressé Soyeuse, sachant qu'elle était destinée à la femme qu'il aimait, présent de l'homme qu'elle allait épouser. Je parie que oui. J'avais toujours eu l'impression que le dédain de Patience pour Buriche était en réalité une sorte de jalousie, née de l'affection de chevalerie pour son serviteur. Désormais, le triangle m'apparaissait encore plus étrange, et infiniment plus douloureux. Je fermais les yeux et secouais la tête, désemparé par l'injustice du monde. Rien n'est jamais tout simple, ni tout bon, dis-je en me parlant à moi-même. Il y a toujours une écorce amère, un pépin aigre quelque part. Oui, la colère de Molly semblait s'être soudain épuisée. Elle s'assit au bord du lit et ne me repoussa pas lorsque je l'y rejoignis. Je lui pris la main. Mille pensées dansaient dans ma tête. Le dégoût de Patience pour les soirées trop arrosées de Buriche. Lui qui s'était rappelé son chien de manchon qu'elle transportait toujours dans un panier. Le soin qu'il prenait toujours de son apparence et de son maintien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une femme qu'elle ne te voit pas. Oh, Buriche! Le temps qu'il passait en plus de son travail habituel à penser et étrier un cheval qu'il ne montait plus que rarement. Mais au moins Patience avait-elle épousé l'homme qu'elle aimait et connu quelques années de bonheur. Certes compliqué par les intrigues politiques, mais de bonheur quand même. Qu'aurions-nous, Molly et moi? Ce qu'avait Buriche aujourd'hui? Elle se laissa aller contre moi, et je la serrai un long moment dans mes bras. Ce fut tout. Mais ce soir-là, dans cette étreinte mélancolique, nous nous sentîmes plus proches l'un de l'autre que nous ne l'avions été depuis longtemps.